de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de votre podcast de femme à femme. Aujourd'hui, je reçois une femme et je vais vous dire que je suis émue de la recevoir parce que c'est une femme, certains d'entre vous certainement la reconnaîtront, c'est une femme qui a écrit sur sa vie et qui a eu une vie intense. Et j'ai le plaisir de recevoir Pascal qui m'a fait l'honneur de venir à mon micro. Bonjour Pascal. Coucou Hélène, coucou tout le monde. Je suis trop contente de t'avoir. Vraiment, je suis vraiment trop contente de t'avoir. Je suis vraiment honorée. Alors Pascal, comme je le disais en introduction, certains reconnaîtront à l'histoire de quel Pascal il s'agit. Dans tous les cas de figure, le livre que tu as sorti sur ta vie, nous en parlerons en toute fin de ce podcast, si tu veux bien. Mais pour laisser la surprise à ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais que tu me dises, pour entrer très rapidement dans le vif du sujet, la tranche de vie que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui. Alors, la tranche de vie, elle va de 25-26 ans à aujourd'hui. Tiens, à aujourd'hui. Oui, donc très jeune femme, dynamique, etc., qui débute dans la vie professionnelle à peu près. Hein. Ça faisait 2-3 ans que j'étais dans la vie professionnelle. Voilà. D'accord. Et que s'est-il passé jusqu'à maintenant, mais que tu, a priori, vis bien, puisque le principe du podcast, c'est justement de parler de quelque chose dont on s'est remis, dont on a réussi à garder tout ça derrière nous. Donc, qu'est-ce que, pendant toutes ces années, a été une épreuve, un poids, un défi, un challenge? C'est toi qui définira ce que cela a été pour toi. Oui, moi je vais appeler ça une expérience, une belle expérience. L'expérience de la perte de cheveux que l'on a classée dans les pathologies de l'alopécie. Donc effectivement, j'ai perdu mes cheveux vers l'âge de 26-27 ans à peu près. Et j'ai commencé à avoir des zones plus lisses se dessiner sur ma tête, donc des zones où il n'y avait pas de cheveux parce que je me coupais déjà les cheveux très courts. Et progressivement, la zone blanchâtre et lisse a concerné toute la tête jusqu'à concerner finalement tout le système pileux. Voilà pour un dérèglement du système pileux carrément. Pas de sourcils, pas de cils Pas de sourcils, pas de cils, pas de poils, pas de cheveux. D'accord. Alors on appelle cela l'une des maladies liées à l'alopécie, c'est la pelade universelle. La pelade universelle, c'est un dérèglement de tout le système pileux, tout type de poils, donc les cheveux notamment. C'est quelque chose d'héréditaire? C'est quelque chose... Qu'est-ce qui explique? Est-ce qu'on a une explication par rapport à cela? Alors, il y a certainement des origines de la pelade universelle. Maintenant, le diagnostic qui a été posé, le 5e diagnostic qui a été posé, c'est la maladie auto-immune qui n'a pas forcément d'origine, d'explication. Et la phrase que je retiens à ce jour, c'est « Vos cheveux reviendront, madame, comme ils sont partis ». Donc, voilà. Vos cheveux reviendront comme ils sont partis. Voilà. Ok. Quand tu t'es rendu compte que tu avais ce look, je préfère parler de ce look. Je pense qu'à l'époque, tu ne le considérais pas comme cela. Tu considérais cela comme le ciel qui te tombe sur la tête? Oui, c'est exactement cela. Alors, c'est assez particulier parce que à l'époque, je me coupe les cheveux très courts, ce qu'on appelle une semi-douille, et je m'applique à la garder comme elle me plaît, c'est-à-dire bien propre, les contours faits, etc., etc. Mais quand mes cheveux me font signe en me disant on va pas repousser, c'est pas pareil. Et effectivement, c'est le ciel qui me tombe sur la tête à ce moment-là.
c'est une remise en question de ma féminité. C'est une remise en question de tous ordres. Hein. Donc, ça a été très difficile pour moi d'accepter que je pouvais être une femme sans cheveux et par extension, d'être une femme tout court. Oui, puisque souvent, et je crois encore jusqu'à maintenant, même si on a de plus en plus de femmes qui ont les cheveux très très courts, même le crâne rasé sans avoir forcément un problème d'alopécie, on en a de plus en plus souvent, donc c'est quelque chose qu'on voit un peu plus souvent, mais à l'époque, je suppose que ça devait être étonnant pour l'entourage. Et dans ces cas-là, c'est le regard des autres qui devient lourd. Exactement. C'est exactement le regard de l'autre, le regard des autres qui devient lourd, parce qu'à ce moment-là, on va en parler certainement plus loin, à ce moment-là, je ne sais pas que le regard qui importe le plus, c'est le mien sur moi. Donc, j'accorde effectivement aux autres cette... je leur donne l'autorisation, en tout cas à l'époque, d'appuyer sur les boutons de ma télécommande. Donc, je cherche dans leur regard un assentiment, un réconfort, un avis sur mon nouveau look, comme tu dis. Et je n'arrive pas forcément à le faire parce que je suis quand même passée par le marie-tête qui n'était pas effectivement à la mode à l'époque. Même si je nouais les tissus à changer à loisir. Je suis donc passée à une autre étape de perruque. Les perruques, effectivement, n'étaient pas non plus comme aujourd'hui, beaucoup plus abouties, soignées, etc. Quand bien même j'avais connu 2 perruquières qui faisaient des choses extraordinaires à la fin de ce parcours-là. Donc c'était un sacré budget quand même. Mais c'est un très, 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 très gros budget parce que l'alopécie n'est pas remboursée par la sécurité sociale. C'est-à-dire les dépenses liées à l'alopécie ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, ou si peu, ce qui fait que la sécurité sociale pense que l'alopécie relève de l'esthétique, donc forcément, non, pas de remboursement sur le sujet. Donc j'avais à l'époque pris de perruques qui pouvaient osciller entre 2000 et 2300 euros. Ah donc oui, c'est tout énorme. de même. C'est énorme. Oui, c'est énorme. J'ai retrouvé en rangeant, d'ailleurs en jetant ma dernière perruque, j'avais retrouvé une facture. C'est énorme. Et oui, ahurissant, surtout cette quand période, ça dure. Oui, voilà, c'est ça. J'allais justement te demander la période pendant laquelle tu t'es cachée. Parce que pour moi, tu te cachais en fait. Elle a duré combien de temps? Voilà, c'est une estimation que j'ai du mal à faire. Non, je n'arrive pas à déterminer à quel moment je passe du marie-tête au port du foulard. C'est pas tellement le marie-tête. Au port du foulard à la perruque. Je ne saurais te dire. En tout cas, en 2013, je porte une perruque, sûre. Peut-être que, voyons voir, ma fille est née en 2003, donc je m'attachais les cheveux à la tête, hein, du coup. Bon, ça a dû se faire entre 2008 et 2010, je pense, ce port de perruque jusqu'à 2015. Tu parlais de ta fille qui est née en 2003. Donc, il y avait un compagnon dans les environs. Comment a-t-il vécu? J'étais mariée, oui. Ah, tu étais mariée. Comment a-t-il vécu cet épisode de ta vie? Eh bien, je présume qu'il l'a vécu sereinement puisqu'il m'a connue comme ça. D'accord. Voilà, et malgré les prophéties de certaines personnes, particulièrement de certains hommes qui a traversé ma vie rapidement, il m'avait dit que personne ne voudrait de moi avec ma tête comme ça. Donc le père de ma fille, lui, a renversé la tendance et s'est intéressé à moi telle que j'étais. Voilà. C'est rassurant. Est-ce que ça te rassure? Alors, c'est rassurant, mais c'est surtout que j'ai tout misé, on va dire, sur lui, et pas du tout sur moi, en fait, à cette époque. Et donc, oui, on a eu un mariage de 14 belles années, jusqu'à ce que je réalise que, oui, d'accord, tu as été marié à un homme qui t'a aimé tel que tu étais, mais est-ce que toi, tu t'aimes finalement? C'était ça la grande question. C'est la question cette question centrale. elle a fait basculer effectivement les choses et nous nous sommes séparés en 2015-2016. Te souviens-tu du jour où pour la première fois tu es sortie sans perruque?
Oui, absolument. Je suis sortie véritablement sans perruque en du mois d'août, alors que j'allais à la plage avec des amis, mais j'avais quand même mis une casquette sur la tête. Je m'étais mis une casquette sur la tête et nous sommes allés à la mer. Cependant, le jour, j'ai quand même, comment dire ça, véritablement fait sans rien sur la tête du tout. Ça a été un jour de septembre 2015 où je décide effectivement que non, je ne porte plus de perruque et que je vais travailler la tête nue. Je m'en souviens comme si c'était avant-hier, on va dire. Ah oui, parce que tes collègues ne savaient pas? Non. Beaucoup d'entre eux ne savaient pas, ne m'avaient jamais vu autrement qu'avec soit un foulard, soit une perruque. Donc, évidemment que l'accueil qu'ils m'ont réservé était, on va dire, mitigé, pour partie en tout cas. Et la première collègue que j'ai rencontrée m'a effectivement signifié son avis sur le sujet de belle manière. Donc, c'était assez violent, c'est vrai. Autant je m'étais préparée à sortir la tête nue, autant je ne pouvais pas anticiper ce que ça pourrait me faire, le regard des autres et leur réaction surtout. Et bon, c'est vrai que la journée était ponctuée de questionnements, on va dire, de critiques négatives, très très peu de compliments. Mais c'est vrai que le peu de compliments a quand même apaisé ma douleur de ce jour-là. Tu me diras, mais je crois que jusqu'à maintenant, quand on voit une femme telle que toi, avec le crâne complètement lisse, les gens associent souvent cette image au cancer. Oui, effectivement. On se dit, elle est en chimiothérapie, elle a un souci, elle est en traitement, mais ils n'imaginent pas qu'il puisse juste y avoir une perte de cheveux. Non, exactement. Sans maladie particulière. Voilà. Non, effectivement, c'est exactement ce que beaucoup ont cru. Mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, jusqu'à il y a 1 mois de cela, 1 ou 2 mois de cela, j'ai rencontré une connaissance qui m'a dit, elle s'est un peu livrée sur quelque chose me concernant, et elle m'a dit, pour moi, j'étais persuadée que tu avais un cancer, j'ai déjà beaucoup pleuré, etc., etc., tu vois. Donc, oui, les gens ne sont pas habitués, construisent des schémas, tu vois, des canons de beauté ou d'esthétique dont ils ne se défont pas forcément. Oui, ces fameuses cases dans lesquelles on rentre les gens. Je veux dire, si on coche voilà, telle case, ça veut dire qu'on est malade. Si on voilà, casse celle-ci, ça veut dire qu'on est enfin bref, ce sont les cases, les fameuses cases de la société. Voilà. Exactement, et c'est comme les attentes parfois que l'on pose insidieusement sur les autres, sans en discuter avec eux, etc. Et après on les décide, et on les décide pourquoi? Parce qu'on avait posé des attentes sur les autres. Donc, tu sais, c'est vraiment le regard de l'autre sur soi est très, 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 très édifiant. Vraiment. Très édifiant parce que ça nous permet de faire le point nous-mêmes sur ce que nous pensons. Et puis, ça nous permet de grandir aussi. Ça m'a permis de grandir. Le regard des autres m'a permis de grandir véritablement. Parce que tu as dû te recentrer et t'occuper de Pascal, la petite Pascal, et de la mettre en avant, la petite Pascal. Exactement. Et j'ai dû surtout apprendre à me connaître, à savoir de qui il s'agissait quand on parlait de Pascal, quelles étaient ses zones d'ombre, ses zones de lumière, tout ça. Heureusement, finalement, que j'ai appris à le faire. Du coup, c'est pour ça que je parlais d'expérience au départ, sans parler d'épreuve. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, l'expérience, elle est souvent douloureuse, puisque l'univers a choisi l'inconfort pour nous faire grandir. Donc voilà, c'est une expérience qui m'a beaucoup appris et qui fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui, comme on dit. As-tu eu un entourage bienveillant, proche? Mon entourage est bienveillant puisque, en plus de ma famille de sang, j'ai choisi effectivement des personnes qui sont pleines d'amour pour moi. Et celles qui ne le sont pas restées. Et un tri moi, je ne naturel suis pas qui s'est restée fait. non plus. Voilà, alors, naturel ou pas, puisque j'ai choisi parfois de m'éloigner de certaines personnes. Aujourd'hui, je suis très, très, très sensible et très attentive à qui se rapproche de moi, qui s'intéresse à moi.
ou qui fait partie de ma vie. C'est très important pour moi de savoir à qui je peux accorder un peu de mon énergie. Alors, quels sont les outils qui t'ont permis justement de prendre conscience de la personne que tu étais et qui t'ont permis de faire face à l'alopécie? Alors, il y a d'abord eu, en gros, il s'agit d'accompagnement et de thérapie. Alors, thérapie, accompagnement, coaching. Voilà, ce sont les trois mots. J'ai d'abord été suivie, accompagnée par une thérapeute, une psychothérapeute. Moi, je pense qu'il a été celle qui a ouvert la porte, qui était blindée et fermée à double tour, avec une serrure 3 points. Voilà. Et c'est elle qui m'a dit, mais Pascal, vous n'imaginez pas, vous ne vous voyez pas comme moi, je vous vois. Si vous vous voyez comme moi, je vous vois, vous vous trouveriez tellement belle. Et la première fois qu'elle m'a dit ça, je savais que ça m'a tellement bouleversée. Mais dans le sens où, mais pourquoi elle dit ça? C'est pas vrai, quoi. Comment est-ce qu'elle peut me trouver belle avec, sans cheveux? Voilà, c'était la première avec laquelle j'ai fait un bout de chemin, avec laquelle j'ai gardé de très bons contacts, parce que je tiens à la voir au moins une fois par an. Ensuite, on est suivi des coachings. Voilà, alors, des coachings avec des personnes exceptionnelles aussi, hein, qui elles m'ont appris que la différence était une force. Ils m'ont appris que j'étais responsable de mon bonheur et que tout partait de moi. Alors, comment tu définirais la Pascal d'aujourd'hui? Alors, la Pascal d'aujourd'hui, c'est une belle femme. Une belle femme qui sait d'où elle sort, qui est consciente d'où elle vient, de ce par quoi elle est passée. C'est une femme courageuse et patiente parce qu'il fallait de la patience. Alors, j'ai aussi découvert que j'étais une femme bienveillante. Alors, j'ai appris à être bienveillante envers moi-même pour pouvoir l'être avec les autres, puisqu'il s'agissait de savoir de quoi on parle quand on dit les choses. Quand je dis je t'aime aujourd'hui à quelqu'un, je pense que cette personne sait de quoi je parle. Il y a un sens. Donc, ce ne sont pas juste des mots. Voilà, donc c'était très important pour moi de tester ce que je pouvais partager après. En gros, une femme courageuse en tout cas, c'est vrai. Mais il t'en a fallu du courage dans tous les cas. Oui, mais je n'avais même pas conscience de ce mot quand j'étais plus jeune. Je pense, hein. Après, je sais que je suis une femme dynamique, je suis authentique, franche, j'y vais. Je n'ai peur de presque rien. Donc, j'ai pas froid aux yeux, en fait. Mm-hmm. Et le courage, il en fallait pour se regarder dans le miroir physique, mais dans le miroir des yeux des gens. Et dans mon propre miroir, dans mon regard aussi, ça, c'était mon quotidien. C'était difficile au début de me regarder dans le miroir sans cheveux, sans cils, sans poils, tu vois. Mm-hmm. J'imagine sans peine. Mais voilà, et c'est un exercice auquel je me suis prêtée au fur et à mesure, justement au travers de ces accompagnements, pour me voir avec des yeux d'amour, en fait. C'était ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me regardais avec des yeux d'amour, je voyais véritablement qui je suis. Et c'est justement en allant chercher au fond de soi ce qu'il y a de beau en nous, que ce beau rejaillit à la face du monde, et c'est ce que les gens voient. Quand aujourd'hui on me dit, Pascal, vous êtes une belle femme, j'accueille avec beaucoup de sérénité, sans m'enorgueillir, parce que je sais ce que les gens voient. Parce que quand ils me disent, Pascal, vous êtes une belle femme, je l'entends de façon générale, pas forcément de façon physique. Tu vois, donc... oui, mais je confirme oui. Que c'est quelque chose qui vraiment rejaillit. Je me souviens, la première fois où j'ai vu une photo de toi, je me suis dit juste, waouh, cette femme est trop belle. Merci. Merci beaucoup. Et en fait, en ayant échangé par la suite avec toi, mais j'ai découvert que c'est pas seulement justement le physique, mais c'est vraiment toute cette gentillesse, pas le côté péjoratif de la gentillesse comme on pourrait l'entendre, hein. La gentillesse et la bienveillance qui est en toi qui rejaillissent en fait quand on te voit. Est-ce qu'on peut dire que le jour où tu t'es regardée et que pour la première fois tu t'es trouvée belle, ce jour-là tu étais entre guillemets guérie?
Alors, je ne pense pas que j'étais guérie. Cependant, j'avais certainement fait 3/4 ou plus des 3/4 du parcours de guérison. Parce que je garde ce côté humain, c'est que je sais. Il y a une différence entre certaines femmes et moi, c'est que je n'ai pas de cheveux. Voilà. Après, je n'en souffre pas comme j'en ai souffert avant. Je n'ai pas le sentiment d'en souffrir beaucoup aujourd'hui. Je peux aisément en parler. Donc, guérie peut-être pas tout à fait, mais en tout cas, presque. Presque. Qu'est-ce qu'il manquerait? Puisque Alors, il manquerait... les cheveux définissent-ils la femme? Non, pas du tout. Non, non, ça n'a rien à voir. Ben voilà. Et ça n'a vraiment rien à voir avec la repousse du cheveu. Tu vois, cette guérison. Pourquoi? Parce que cette guérison m'a fait travailler sur énormément de choses me concernant. Tu vois, on part d'une perte de cheveux, mais cette perte de cheveux nous amène à l'intérieur de nous. Et quand on parle de guérison, il y a certainement certaines blessures qui ne sont pas tout à fait cicatrisées. Parce que les blessures ne disparaissent pas, elles se cicatrisent et on s'épanouit avec ces blessures. Tu vois? Donc le processus de guérison, il n'est peut-être pas abouti. En tout cas, aujourd'hui, il ne me prive de rien, il ne m'empêche de rien, indépendamment du fait que certaines blessures soient en cours de cicatrisation, tu vois. Certaines blessures qui ont été mises en évidence au moment justement de ce travail. Absolument. J'ai dit au début de notre entretien qu'on allait parler de l'ouvrage que tu as sorti, qui reprend justement l'histoire de ta vie. D'accord. J'ai adoré le titre, La chauve sourit. Merci beaucoup, Hélène. C'est vrai que c'est un titre qui m'a été soufflé par un ami, Stéphane, que je salue au passage, et que je remercie aujourd'hui parce qu'il avait à cœur de donner à mon ouvrage un titre qui me ressemble, plutôt que de choisir un titre que l'on qualifierait de banal et qui ne transpirerait pas à la Pascale que je suis aujourd'hui. Pour lui, il fallait qu'il y ait de l'humour un peu piquant, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans le cœur des gens ou dans le sourire des gens, enfin bon, sur le visage des gens, pardon, quand ils liraient le titre. Donc la chauve-souris, c'est effectivement un jeu de mots pour parler de la femme chauve que je suis et qui sourit aujourd'hui, elle n'a pas toujours fait, et qui renvoie à cet animal qui est peu connu dans nos sociétés, selon moi. Ce qui a fait que j'ai choisi de faire des recherches sur cette chauve-souris pour découvrir quel bel animal c'était, puisque c'est, même si on retient de cet animal qu'elle vit la nuit, qu'elle est seule, ou qu'elle fait peur, etc. Cependant, c'est un animal qui est très intuitif, qui favorise les relations, la communication, qui est indépendant, qui fait ses affaires, tu vois, qui va dans les profondeurs, qui n'hésite pas à aller dans le noir, tu vois, pour chercher peut-être ce qu'il a à chercher. Et à travers ces caractéristiques, on va dire, je me suis plus retrouvée. Et donc, je me suis dit, ben oui, ok, va pour la chauve-souris. Et j'ai beaucoup aimé le titre. Alors, c'est un titre qui a été donné à une pièce de théâtre par une femme qui a eu un cancer du sein, je crois. Bon, non, les cheveux en repousse entre-temps, mais qui avait fait une pièce de théâtre sur le sujet. Donc, je l'ai appris en cherchant après s'il n'y avait pas, parce que c'était important pour moi de voir s'il n'y avait pas une protection. Je ne sais pas si c'est comme ça, oui, s'il n'avait pas protégé, voilà, sur le nom. Ça n'avait pas été déposé, oui. Voilà, ça n'avait pas été déposé. Donc, je suis contente que ça n'ait pas été. Et voilà, j'ai donné ce titre-là à ce récit autobiographique. Quand j'ai lu ton livre, je me suis dit que c'est une belle écriture thérapeutique. D'accord. Merci. Parce que je pense que ça a été un outil également, l'écriture, pour sortir tout ce que tu avais en toi de toutes ces années et te permettre de mettre cela de côté. Est-ce que je me trompe? Alors, tu ne te trompes pas du tout, puisque tu sais, cette envie d'écrire m'était venue il y a 2 ou 3 ans de cela, mais je ne pensais pas que j'aurais pu le faire véritablement un jour. Et
dans le cadre effectivement d'un coaching, il nous avait été demandé de fixer un objectif, enfin 2-3 objectifs, et d'y adosser des actions. Donc j'avais déjà atteint les 2 premiers, il me restait l'écriture du livre en 2021. Et donc je me suis donc fixé un jour une page, et cette idée de faire un jour une page, ça m'avait été proposée par Gabriel, qui m'avait dit c'est pas mal, hein. Si tu fais un jour une page, bon, ça te fera à peu près 70-80, c'est déjà pas mal si tu peux faire ça. Et donc j'ai relevé le défi et j'ai effectivement écrit un jour une page. Cependant, au fur et à mesure que j'écrivais, je sentais bien que tout bougeait à l'intérieur de moi. Mais tu sais, j'étais comme cette personne qui vomit et qui ne cesse de vomir et qui sait qu'à un moment ça va s'arrêter. Et donc j'écrivais pratiquement au kilomètre, tu vois, sur mon ordinateur, jusqu'à ce qu'un jour je réalise que je n'ai plus rien à dire. Et je suis restée quelques jours, je crois, plus d'une semaine, à ne pas pouvoir me relire, à ne pas pouvoir revenir sur ce que j'avais déjà tapé. Et j'ai compris là que, donc, effectivement, ça s'est assorti de pleurs, de bouleversements, de choses bizarres qui se passent à l'intérieur. Quand, effectivement, j'ai pu revenir sur l'ouvrage, je me suis dit, là, tu peux t'en relire, là, tu peux faire l'impression, etc., puisque le livre est en auto-édition. S'il fallait que tu donnes des conseils, parce que je sais aussi, parce qu'on a échangé dessus, que tu as des contacts avec des associations, tu sais qu'il se passe, il y a du mouvement sur l'alopécie, il y a des femmes qui se rencontrent, qui se regroupent sur ce sujet. Si tu avais un conseil à donner à une femme qui découvre là qu'elle est atteinte d'alopécie, je n'aime pas dire qu'elle souffre d'alopécie, on ne souffre pas de l'alopécie, on est atteint d'alopécie. Les mots sont importants. Qu'est-ce que tu lui dirais? En fait, je pense que tout de suite, j'aurais beaucoup aimé lui demander comment elle se sent. Je m'intéresserais à cela d'abord, plutôt que de lui donner des conseils. Je pense que j'entamerai avec elle une discussion pour qu'elle puisse effectivement me livrer son ressenti sur cette maladie, son expérience vis-à-vis de cela. Et je crois que je lui demanderai si je peux l'aider. Voilà. Et si elle en était d'accord, je pense que je lui parlerai de moi, de comment j'ai pu accepter, accueillir, et comme dit Lia Renard, ma coach, sublimer cette différence. Voilà, je pense que je lui ferai part de ce que j'ai mis en place, qui a fonctionné pour moi, sans prétendre à l'avance que ça fonctionnerait pour elle. Mais je pense que l'une des choses qui pourrait fonctionner pour elle, c'est la jauge de son essence, comme dirait l'autre, son amour pour elle, dans quel état il est. C'est la première question qui me viendrait. Quel est l'état de ton amour pour toi? Voilà. Dans ce podcast de femme à femme, c'est vrai que je ne donne que le prénom de mes invités. Alors si quelqu'un t'écoute là, se se dire oui, mais j'aimerais bien lui parler cette femme. Alors est-ce que tu me donnes l'autorisation de donner ton nom, sachant que tu es sur Insta, que si cette personne veut échanger avec toi, parce que tu es pour l'échange, est-ce que tu donnes l'autorisation qu'on te nomme? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Eh bien, les femmes qui sont intéressées, qui aimeraient échanger avec Pascal, elle a un compte Instagram. On donne le compte Classy et Chauve. Les deux. Donc le compte Classy et Chauve et le compte Pascal Dambeau. D-A-M comme maman, B comme Bernard et O, Dambeau. C'est bien cela? Oui, c'est ça. C'est exactement cela. Parce qu'en fait, souvent, les personnes que j'invite donnent conseil aux auditrices. Mais toi, tu as ouvert la porte à l'échange. Donc, c'est pour ça que je me suis permise de te demander cela. Oui, je pense que... Tu sais, c'est quelque chose d'assez particulier que de donner des conseils. Je ne saurais donner des conseils à d'autres personnes que ceux qui ont fonctionné, ceux pour lesquels il y a eu du résultat pour moi, tu vois. Et c'est avec beaucoup de prudence que je donne des conseils. Mais on ne peut que parler de ce qui a fonctionné pour soi.
Oui, c'est ça. Ça C'est peut ça. être Donc, une source pour les autres, une piste, voilà. Oui, mais en aucun cas, on ne peut imposer à l'autre de faire ce que nous avons fait. absolument. On ne peut que lui proposer. Et lui, il fait son marché s'il veut, tu vois. Il fait son Absolument. marché, il teste. C'est pas dans les accompagnements que je prodigue, on peut dire ça comme ça. Oui, c'est comme si tu allais au marché, il y a toute une liste de choses que je partage, des choses qui ont obtenu des résultats pour moi. Et quand d'aucuns se reconnaissent dans certains ou dans d'autres outils, dans des astuces, voilà, ça résonne en eux. Ça résonne en eux, en effet. Absolument. On arrive au terme de cet échange et j'aimerais te poser une... Déjà? Mais oui, tu vois, le temps passe vite. Sincèrement, je pourrais discuter pendant des heures avec toi. Mhm. Quand on te dit de femme à femme, qu'est-ce que ça t'inspire? Je vois tout de suite complicité. Je vois des femmes qui éclatent de rire, mais qui ont un cœur parfois serré et bien gros, au point de pouvoir lâcher quelques larmes. Je vois quelque chose de grandiose. Mais je vois cette proximité. En fait, je ressens cette proximité et rassurante parce que les femmes, par habitude en tout cas, ou par culture, je ne sais pas comment on dit ça, mais n'ont pas toujours été solidaires. Donc, moi, je salue vraiment cette initiative, ce bébé que tu as fait naître dernièrement, parce que tu as choisi d'inviter des femmes qui vont se livrer à toi, que tu vas accueillir sans jugement, à qui tu vas permettre de s'exprimer, de partager leur parcours, leurs histoires. Moi, je trouve ça grandiose. Je trouve ça très respectable de pouvoir le faire. Vraiment, merci Hélène. Merci infiniment. En fait, De femme à merci. femme, je souhaite vraiment que cette expérience, cette aventure, je ne sais pas comment tu l'appellerais, ce podcast en tout cas, qu'il ait une longue vie et puis qu'il puisse irradier, inonder la terre entière. Oh, Que tu je puisses te recevoir des remercie. femmes. Mais oui, Je te de la terre remercie, entière. Pascal. Je Voilà. remercie d'ailleurs toutes les femmes qui ont accepté de venir à mon micro et toutes celles qui viendront. Je les remercie déjà parce qu'en effet, mon micro est ouvert aux femmes de la terre entière. Merci mille fois, Pascal, pour cet Je t'en échange prie, avec qui ne sera beaucoup certainement pas d'amour, le Hélène. dernier. Alors, je suis déjà d'avance enchantée des prochains échanges que nous pourrons avoir. Je te Merci souhaite beaucoup. beaucoup d'éclats de rire. Pas seulement Merci. des sourires, mais beaucoup d'éclats de rire. Et je te dis à très, très, très bientôt. Merci beaucoup, Hélène. À bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.